Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation. Donc, je me présente, je suis Kamel Hanoun, ingénieur d'études structures chez Gretec. Donc aujourd'hui, on va discuter de la seconde génération des Eurocodes. Donc on va voir ensemble les enjeux de cette mise à jour de la norme et on va parcourir quelques exemples de modifications entre les deux versions de la norme. Au sommaire de cette présentation, donc on va faire une brève introduction sur ce que sont les eurocodes et leur importance dans le dimensionnement de notre structure. Ensuite, on va évoquer les nouveaux eurocodes, donc la seconde génération des eurocodes, avec un aperçu sur le processus de développement de cette nouvelle génération des eurocodes, la feuille de route et les normes de conformité attendues dans les prochaines années. On pourra terminer par un petit aperçu de quelques points particuliers d'évolution, de mise à jour et de modification sur les codes de calcul euh, et leur impact sur le dimensionnement de nos structures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous parler de notre solution Advanced Design qui nous va permettre aux ingénieurs de concevoir les bâtiments, que ce soit en structure métallique, béton armé, bois, en structure mixte ou en maçonnerie conformément aux normes actuelles donc des Eurocodes. Donc Gretec est vraiment investi sur l'implémentation des nouvelles normes et on reviendra dessus, mais voilà, on travaille déjà sur cette évolution des normes et sur l'implémentation dans nos logiciels. Passons maintenant au sujet principal. Donc les Eurocodes tels que nous les connaissons actuellement se distinguent en 10 sections, 10 parties. Chaque partie est liée généralement à une méthode de calcul et un matériau particulier. Euh, donc le processus de constitution des eurocodes a été très long. Donc chaque pays membre a pu influencer sur chaque méthodologie et processus de conception. Donc déjà là, à l'heure actuelle, on pourrait se demander pourquoi entrevoir une seconde génération des eurocodes, quel est le but, quels sont les enjeux. Donc on comprend bien que l'enjeu principal, c'est d'uniformiser et de rendre cohérent l'ensemble des normes de conception à travers l'Europe, d'améliorer la sécurité et la qualité des structures, avec notamment des normes de qualité liées aux matériaux et aux mises en œuvre, de faciliter le marché interne à l'Union européenne, donc la participation entre les différents pays, d'adapter les normes de calcul et de conception aux avancées technologiques et aux recherches nouvellement effectuées, et de simplifier les procédures de cette première génération euh, de certification notamment et de conformité aux normes. Dans cette diapo, on va voir l'évolution de la constitution des eurocodes. Donc les eurocodes, le processus de mise en œuvre de la première génération des eurocodes a été long et irrégulier, hein. L'idée de créer un ensemble harmonisé de normes européennes remonte aux années 1970, mais leur adaptation réelle par les États membres de l'Union européenne a pris plusieurs décennies. Les principales étapes étaient la publication des différentes parties de la norme, mais la phase la plus critique, ça a été l'acceptation officielle au niveau national de ces normes et l'application bien sûr par les bureaux d'études et les ingénieurs. Ce processus n'a pas été achevé de façon uniforme dans tous les pays. Il y a pas mal de cas où la mise en œuvre a été retardée et même aujourd'hui, on constate que malgré leur statut officiel, les eurocodes ne sont pas systématiquement adoptés et appliqués dans la conception et le dimensionnement des ouvrages. Encore de nombreux ingénieurs qui s'appuient sur les anciennes normes nationales pour leur dimensionnement d'ouvrage. Donc on voit qu'il y a eu ouais, un problème d'application de cette première génération des eurocodes. Donc c'est sûrement ce qui a induit la mise en œuvre d'une seconde génération des eurocodes, dont le but est de mettre à jour les codes de calcul avec les nouvelles technologies, mais aussi de clarifier et de simplifier la mise en place de ces nouveaux codes de calcul. Donc alors pourquoi
mettre en place une seconde génération des eurocodes, donc de la norme. L'objectif, c'est de garantir que les eurocodes restent une norme de conception à la pointe, utilisant les méthodes, les matériaux et les exigences réglementaires les plus récents. Donc le but principal n'était pas de réécrire entièrement la norme, hein, mais d'introduire une mise à jour majeure suffisamment significative pour passer sur une seconde génération de cette norme des eurocodes. Donc l'intention était d'améliorer la clarté, la convivialité et l'harmonisation sans repartir de zéro. La première génération a rencontré plusieurs difficultés, comme on a évoqué ensemble, hein. Donc une en œuvre retardée euh, selon les États membres, un recours excessif de, des annexes nationales qui ont produit des écarts assez significatifs avec la norme, la norme tronc commun. Euh, une complexité, on s'est rendu compte également que cette norme, la première génération des normes, était assez complexe et pas très conviviale comparativement aux normes nationales qu'on connaissait avant, ce qui a entraîné un difficulté de mise en œuvre de cette nouvelle norme. Donc la norme actuelle elle présente quelques limites, hein, donc avec un champ d'application limité. Donc on verra que du coup la motivation de mettre en place cette seconde génération, c'est de renforcer le champ d'application et de renforcer la confiance dans les eurocodes. Des contenus techniques qui peuvent être obsolètes. Donc du coup, bah, on va chercher à garder à jour les codes de calcul en mettant à jour tous ces processus. Des fragmentations liées aux paramètres nationaux, donc effectivement le recours assez important aux annexes nationales qui viennent modifier pas mal les paramètres de la partie commune des eurocodes. Donc là, on va essayer la seconde génération a pour but d'augmenter l'harmonisation entre les différents pays membres et bien sûr la complexité, le manque de clarté dans certaines méthodologies. Donc le but c'est de simplifier l'application de cette norme en proposant des méthodes simplifiées pour les cas courants et en essayant d'expliquer clairement le processus de conception dans certains cas. Quelques étapes clés dans la feuille de route de l'implémentation de la seconde génération des eurocodes. Donc le processus d'implémentation est un processus relativement long, hein. Il a débuté pour la seconde génération des eurocodes en 2016. Il est prévu que la fin de l'implémentation, donc la rédaction des textes techniques et de la norme pour septembre 2027 et pour une mise en place définitive en mars 2028. Donc il est prévu que la première génération des eurocodes soit remplacée par cette seconde génération officiellement en mars 2028. Donc à cette date, il est prévu que l'ensemble des normes soient entièrement intégrées et prêts à être utilisées par les États membres de l'Union européenne. Donc la mise en œuvre de chaque Eurocode est un processus long et complexe, hein. Donc ça commence par la rédaction du projet de manière initiale, qui est suivi par des consultations publiques. Donc ça permet d'avoir des retours. Suite à ces retours, ben, il va y avoir des ajustements avant d'être soumis pour approbation finale par les États membres. Et une fois approuvés, ben, les Eurocodes sont officiellement publiés. Si on regarde un peu plus en détail la feuille de route de l'implémentation de la seconde génération des Eurocodes, donc on voit ce graphique qui nous donne vraiment les étapes clés des dates auxquelles les votes officiels pour chaque partie s'achèvent. Là, comme on peut le voir, le processus est en cours depuis plusieurs années et qu'on est sur les phases finales, hein, d'implémentation et de clôture des différentes parties de l'Eurocode. Donc là, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'articles qui sont déjà validés et qu'il reste quand même pas mal à faire, euh, donc, notamment sur la partie climatique. Donc on voit que l'Eurocode 1, il y a pas mal de textes qui sont en cours d'implémentation. Pareil pour l'Eurocode 3, qui est une grosse partie reste à traiter. Au niveau des nouveautés de la seconde génération des Eurocodes, donc on voit que la base est conservée, hein. On reste sur la même numérotation des Eurocodes,
même si on a des ajouts. L'Eurocode 0 reste le sujet sur la base de calcul et des structures, l'Eurocode 1 sur les actions sur les structures, l'Eurocode 2 concerne le calcul des structures béton, l'Eurocode 3 sur les structures acier, l'Eurocode 4 sur les structures mixtes acier-béton, l'Eurocode 5 va traiter le calcul des structures en bois, l'Eurocode 6 les ouvrages en maçonnerie, l'Eurocode 7 traite du calcul géotechnique, l'Eurocode 8 lui va traiter des calculs des structures pour la résistance au séisme, et l'Eurocode 9 sur les structures en aluminium. Donc ça, cette partie-là, elle est conservée, on reste sur la même organisation que la première génération. Et ils sont venus rajouter donc deux nouvelles parties, une traitant de calcul des structures en verre, donc on nommera Eurocode 10, hein, et l'Eurocode 11, l'évaluation et le renforcement des structures existantes. Donc les axes prioritaires de modification et de changement, euh, ils ont accordé une importance accrue au changement climatique et à l'évaluation des structures. Euh, et ils ont essayé également de- d'intégrer des nouveaux matériaux dans la conception dans la conception des ouvrages qui n'étaient pas traités dans la première génération des Eurocodes. Donc on reste sur cette même organisation, donc on n'est pas perturbé sur la numérotation et sur la chronologie de l'Eurocode. Il y aura des ajouts à l'intérieur, mais on reste sur cette même base des Eurocodes. Donc désormais, la norme est organisée de manière différente. Donc on a une nouvelle approche qui a été introduite. En plus des normes principales, on dispose désormais de spécifications techniques et de rapports techniques. Donc les spécifications techniques, CET, ils sont publiés eux par les comités européens de normalisation et fournissent des spécifications techniques supplémentaires pour les matériaux émergents, par exemple tels que le polymère renforcé de fibres, qui ne sont pas entièrement inclus dans les Eurocodes, mais qui sont de plus en plus utilisés dans les constructions modernes. Les rapports techniques, quant à eux, sont des rapports détaillés offrant des explications approfondies et des recommandations sur des questions de conception spécifiques, comme par exemple le calcul par l'analyse non linéaire dans la conception structurelle, qui ne sont pas explicitement couvertes par les codes principaux. Donc cette nouvelle approche, elle semble plus intéressante parce qu'elle permet la création de nouveaux documents sans modifier le contenu euh, essentiel des eurocodes. Donc cette approche, elle est plus simple que la méthode précédente où la modification des normes principales était une tâche législative compliquée. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la conformité de ces nouveaux eurocodes, de la seconde génération des eurocodes. Donc la première question, c'est est-ce que je peux utiliser les nouveaux eurocodes? Alors, à l'heure actuelle, les eurocodes de première et deuxième génération sont reconnus comme normes en vigueur, notamment au Royaume-Uni. Cependant, la première génération sera retirée euh, des British Standards en mars 2028. Donc jusqu'à cette date, les deux générations peuvent être utilisées, mais il est important de veiller à la cohérence au sein d'un même projet. Bon, ça c'est quand même particulier, c'est propre au Royaume-Uni. Nous, en France, généralement, ce ne sera pas recommandé d'utiliser ces nouveaux eurocodes. Après, si le cahier des charges d'un projet fait référence aux normes en vigueur, c'est quand même important de préciser s'il s'agit de la première ou deuxième génération pour garantir la conformité du projet. Deuxième question, c'est si cette norme-là elle est valide, est-ce que j'ai le droit de mixer les deux versions des eurocodes? Il est déconseillé de manière générale de mélanger les eurocodes de première et de seconde génération, sauf si cela est fait avec prudence et si le niveau de fiabilité n'est pas compromis. Donc, par exemple, on pourrait utiliser l'Eurocode 2 concernant le calcul des structures béton de la deuxième génération avec l'Eurocode 1 concernant le chargement de la première génération. Ça, c'est autorisé à condition qu'elle n'entraîne pas un niveau de fiabilité inférieur à celui des normes de première génération. Mais ça reste généralement non recommandé. Donc, d'une manière globale, pour l'instant, il n'est pas recommandé l'utilisation de la seconde génération des eurocodes et encore moins de mixer les eurocodes de seconde génération avec les eurocodes première génération. Donc maintenant, si on rentre dans le détail,
Donc, voilà une petite sélection de modifications apportées par la seconde génération des Eurocode sur la partie Eurocode 2, donc sur la conception des bétons. Donc on n'aura pas le temps de tout aborder dans cette présentation. Donc l'idée c'est d'avoir un petit aperçu de quelles nouveautés, quelles modifications ont été apportées sur cette seconde génération. Donc là, on voit déjà que l'Eurocode 2, il a été largement augmenté en termes de longueur par rapport à la précédente version. Donc là, on est sur 500 pages sur la seconde génération par rapport à la première génération, on était aux alentours de 300 pages. Donc ça, cette augmentation, elle est due notamment à l'ajout de détails et de dispositions supplémentaires, d'intégration de nouveaux matériaux. euh, et de nouvelles méthodes de conception et de nouvelles considérations relatives aux pratiques de construction moderne. Donc, comme on a pu le voir, il y a un sujet sur le développement durable, sur le- la vérification des ouvrages existants et sur la prise en compte de nouveaux matériaux. Donc, par exemple, les dispositions relatives aux classes de résistance du béton et du ferraillage ont été mises à jour afin de refléter les dernières recherches sur ces matériaux. Les règles de conception structurelle, notamment au niveau de la stabilité au feu, ont été améliorées afin de renforcer la résistance au feu et nous disposons désormais de recommandations plus détaillées en matière de durabilité afin de faire face aux risques de corrosion dans les environnements agressifs. Donc, on a toute une partie liée à l'amélioration des dispositions pour la durabilité de l'ouvrage. On a une approche de conception simplifiée, notamment pour les cas courants sur la conception des poutres, des poteaux et des dalles. Il y a eu une grosse modification sur la vérification du poinçonnement, où là on aura la prise en compte des effets de bord de dalle euh, donc pour les dalles pleines et les fondations. Amélioration des dispositions de ferraillage. Donc là on a des exigences beaucoup plus claires sur les dispositions d'armature, l'espacement des barres et les recouvrements. Concernant les techniques de bétonnage, donc on a des dispositions relatives aux techniques modernes, notamment avec la prise en compte du béton autoplaçant. Dispositions relatives également sur la durabilité et l'efficacité des matériaux et à la longévité des structures de béton. Et on a quelques modifications également sur les règles de combinaison des charges avec un nouveau système de coefficients partiels. Donc ça, c'est juste un aperçu de quelques évolutions. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'évolutions complémentaires, de modifications dans la seconde génération des Eurocodes. Donc prenons l'exemple des coefficients partiels pour les matériaux. L'Eurocode 2, seconde génération, offre plus de flexibilité par rapport à sa version précédente. Donc même si les coefficients partiels pour les matériaux tels que le béton et l'acier restent quasiment les mêmes à l'ELU, la mise à jour des Eurocodes permet des ajustements basés sur les limites d'aptitude au service euh, et les situations où l'incertitude peut être réduite grâce à des mesures de construction spécifiques. Dans ce cas-là, on pourra prendre des coefficients partiels liés aux matériaux réduits. On voit également une mise à jour importante concernant les dispositions relatives à la résistance au cisaillement et au poinçonnement, avec le coefficient de masse partielle, le coefficient partiel gamma V. Ce qui est pour les matériaux directement, donc désormais la résistance à la compression du béton peut être spécifiée à différents âges, donc de 28 à 80 jours, ce qui permet une conception plus flexible. Une nouvelle formule de résistance dépendant du temps permet des calculs plus précis. Pour le calcul de la résistance à la traction, basée sur la résistance de la compression, sont introduites, donc de nouvelles formules sont introduites avec tenant compte de la résistance à la compression du béton, ce qui permet d'améliorer la précision de la conception. Des nouveaux types de béton sont pris en compte, donc des dispositions relatives aux nouveaux types de ciment et au béton écologique sont incluses, contribuant ainsi au développement durable dans la construction. Désormais, de nouveaux matériaux sont couverts, tels que les armatures composites, le béton fibré et les bétons à granulats recyclés, les granulats légers et les armatures en acier inoxydable, ce qui n'était pas forcément traité correctement et même pas du tout sur la première génération des Eurocodes.
L'Eurocode prend désormais en charge le béton à plus haute résistance, donc on va jusqu'à, comme on voit sur le tableau, jusqu'à du C100 115, donc les aciers d'armature allant jusqu'à du B700 et l'acier précontraint jusqu'à Y 2060, ce qui permet de concevoir des structures avec des matériaux plus résistants pour les ouvrages particuliers. Sur l'exemple suivant, on va voir une modification au niveau calculatoire, notamment sur l'analyse structurelle et la vérification du poinçonnement. Donc si on analyse la formule, bah, elle semble relativement proche de la formule qu'on utilisait dans la première génération des eurocodes. Euh, Ça semble une modification purement cosmétique au niveau de la terminologie. Mais si on analyse bien, on voit qu'en effet maintenant, on va plus travailler suivant un effort de cisaillement, mais plutôt suivant la contrainte de cisaillement par poinçonnement. Donc c'est essentiellement là la différence au niveau de cette vérification. Donc il est important de bien analyser les formules, puisque ça engendre des modifications qui ne semblent pas forcément qui sautent pas aux yeux, mais qui induisent des calculs différents et une analyse plus précise. Toujours pour la vérification du poinçonnement, la seconde génération des eurocodes élargit le champ d'application et inclut maintenant le poinçonnement au bord des dalles à proximité des ouvertures et tient compte également de la largeur des appuis. Donc on a une nouvelle vérification concernant les appuis larges de grande surface où la section transversale n'est pas entièrement efficace en termes de résistance au poinçonnement. Il est important également de noter que l'étendue du périmètre de contrôle a également changé. On était habitué à une distance correspondant à 2 fois la profondeur effective de la dalle, l'épaisseur de la dalle. Aujourd'hui, cette distance est réduite à la moitié de cette valeur. Donc tout ça, c'est issu de retours d'expérience, de, de tests expérimentaux et de produits de recherche qui a apporté ces modifications, et comme la nouvelle méthode de conception qui a évolué avec toutes ces recherches. En ce qui concerne le calcul de la résistance au poinçonnement du béton sans armature, la formule de la seconde génération des eurocodes peut sembler similaire à la première édition, mais en vérité, elle intègre un coefficient qui dépend de la forme du périmètre de contrôle. Donc plus précisément, il dépend de la relation entre la zone chargée et le périmètre de contrôle où on vérifie la résistance au poinçonnement, avec et sans armature. Cela signifie que nous observons des différences qui peuvent être significatives selon le cas spécifique étudié, qu'il s'agisse d'une extrémité de mur, d'un angle ou d'un poteau intérieur. Ou également, comme on l'a vu au niveau des surfaces de contrôle, un appui de grande surface. Pour ce dernier, on tient désormais compte d'une réduction de la longueur effective du périmètre de contrôle. Pour le calcul de la résistance au poinçonnement des dalles, cette fois-ci avec armature de cisaillement, la nouvelle génération des eurocodes introduit une formule plus détaillée basée sur les performances. Donc dans ce cas-là, la contribution des armatures est exprimée par un rapport d'armature de cisaillement, ρW, et un coefficient NUS qui dépend de la géométrie, de la disposition des armatures et d'un nouveau facteur d'amélioration du poinçonnement noté KPB. La valeur limite du coefficient NUS est destinée à garantir un comportement ductile. Le code introduit également des définitions claires pour les périmètres effectifs et l'espacement radial des armatures de cisaillement, améliorant ainsi la clarté et la cohérence pour la conception et la mise en œuvre des aciers de poinçonnement. Passons maintenant à une sélection de modifications sur la partie Eurocode 3, donc concernant la conception métal. Donc comme pour l'Eurocode 2, il y a eu pas mal de mises à jour. Donc là, on va parcourir quelques évolutions. Notamment, bah, il y a toujours une mise à jour sur les propriétés des matériaux. Donc maintenant, on va gérer les nuances d'acier jusqu'au S700. Euh, L'Eurocode 3, donc de la seconde génération, va nous permettre d'étudier les profilés creux elliptiques. Donc il y a toute une série d'articles concernant ce type de profil. Donc on va pouvoir
calculer la classe de la section de ce type de profil, la résistance et la stabilité de ces sections. La seconde génération apporte une approche clarifiée pour la prise en compte des imperfections globales et locales. Donc là, on aura un organigramme qui va nous détailler différentes méthodes en fonction de la sensibilité aux effets du second ordre de notre structure. L'Eurocode 3 de la seconde génération améliore également le fonctionnement des profilés de classe 3, donc ce qu'on appelle les sections semi-compactes. Donc là, on va pouvoir faire fonctionner ces profils de classe 3 qui, à la base, sont des profilés qui fonctionnent qu'en élasticité pure. On va pouvoir les faire travailler en plasticité. On trouve également dans la seconde génération des eurocodes une modification du calcul de la résistance au déversement, donc une méthode plus précise prenant en compte le diagramme des moments. Nouvelle méthode pour le calcul de la torsion. Donc là, on dispose d'une nouvelle formule permettant le calcul de la torsion interne dans le profil. On aura également pour la mise en œuvre des imperfections locales et globales un changement de coefficient. Donc ça, on verra dans quel cas. Donc on aura une distinction pour le facteur d'imperfection initial, notamment en fonction de la classe de la section. Et la seconde génération également vous propose une méthode simplifiée pour la vérification à la fatigue. Donc les cas, pour les cas simples, une méthode simplifiée est proposée pour le calcul de la résistance à la fatigue. Donc bien sûr, ce n'est qu'une sélection des nouveautés. Il y a beaucoup plus d'améliorations et d'évolutions dans cette seconde génération. Donc on retrouve pour la partie modification au niveau des matériaux, le tableau 5.2 qui nous donne maintenant les limites élastiques et les limites à la rupture des nuances d'acier allant jusqu'au S700. Donc par épaisseur de paroi, donc pour toutes les épaisseurs inférieures ou égales à 8 mm, on retrouve les nuances d'acier, on retrouve les limites élastiques et les limites à la rupture allant jusqu'au S700. On a également les parties 1 à 12 pour les aciers de nuances allant jusqu'au S960. Donc en comparaison avec ce qu'on avait par le tableau 3 points de l'Eurocode 3 première génération qui allait jusqu'au S460. Ensuite, on a la partie permettant de traiter les profilés elliptiques creux désormais. Donc dans la description des dimensions et des axes des sections, on a également maintenant d'intégrer les profils elliptiques creux. Donc on aura toute une procédure pour classifier ce type de profil et calculer du coup la résistance de ce type de profil et la stabilité en tenant compte des effets du second ordre. Pour ce qui est du calcul des méthodes d'analyse et de la prise en compte des effets du second ordre et des imperfections, donc la section 5 de la version courante de l'Eurocode 3, donc la première génération, a suscité pas mal d'incompréhension et d'interprétation entre les différents pays. Donc, dans un souci de clarté et d'harmonisation, la seconde génération fournit un organigramme explicite qui établit le lien entre le type d'analyse structurelle et le choix des imperfections d'une part, et la méthode de vérification de la résistance ELU d'autre part. Donc là, on voit apparaître 6 méthodes disponibles, donc M0, M5, plus une méthode alternative. Euh, donc ces méthodes-là vont de la plus simple, donc M0, à la plus complexe, M5. Donc le choix de la prise en compte des effets du second ordre dépend de deux critères désormais. Donc la valeur de alpha critique NS, donc no sway, donc non contreventé pour les structures non contreventées, qui dépend du mode de flambement de l'élément. Si ce alpha critique NS est inférieur à K0, avec K0 égale à 25 en valeur recommandée mais qui peut être définie par les différentes annexes nationales. Le alpha critique NS dépend de l'effort critique maximal élastique de flambement par flexion dans le plan et hors plan. Et il dépend également de la charge de calcul. Donc la distinction entre les structures contreventées et non contreventées est clairement définie.
Donc on a un schéma qui nous donne le type de structure associée. Le deuxième critère de vérification, c'est le alpha critique SW, donc souhait, donc contreventé, qui lui traduit le coefficient par lequel la charge de calcul doit être multipliée pour atteindre l'instabilité élastique en flambement global dans le plan. Ce alpha critique SW dépend de la charge critique élastique de flambement en flexion dans le plan pour un mode de flambement global et de la charge appliquée. Donc voilà, donc la distinction entre les structures contreventées et non contreventées, il est illustré par la figure 7.1. Si ces deux conditions, donc si ces deux alpha critiques, les deux valeurs alpha critiques satisfassent les valeurs limites, les effets du second ordre et les imperfections peuvent être négligés. Et on voit apparaître une méthode alternative permettant de prendre en compte les effets du second ordre de manière forfaitaire. Donc c'est ce qu'on faisait d'ailleurs déjà euh, pour ceux qui connaissent le logiciel Mélodie Portique. Donc on avait intégré cette méthode forfaitaire par une majoration des moments de déplacement latéraux par un coefficient forfaitaire. Donc ça on retrouve à peu près le même fonctionnement euh, dans la seconde génération des eurocodes. En ce qui concerne le fonctionnement des profilés de classe 3, donc ce qu'on appelle les sections semi-compactes, des recherches ont permis d'établir une loi de comportement beaucoup plus linéaire pour ce type de classe de section. Donc là, on voit dans le diagramme de fonctionnement les classes 1, 2, 3 et 4 avec une cassure entre le fonctionnement des profils en classe 1 et 2 qui ont un fonctionnement plastique et les profils de classe 3 et 4, et notamment avec la classe 3 où on a une cassure avec ces fonctionnements et on bascule directement en fonctionnement élastique. Donc là, en fait, ces recherches nous ont permis de linéariser le fonctionnement et d'intégrer un fonctionnement élastoplastique sur les profils de classe 3. Donc la seconde génération de l'Eurocode 3 permet euh, d'avoir un fonctionnement élastoplastique pour les profils de classe 3 issus. Donc ce qui nous a amené à ce type de fonctionnement, ce sont les recherches européennes, ce qu'ils appellent ça les semi-comp. L'annexe B de l'Eurocode 3 détaille le calcul des modules de flexion pour les profils de classe 3 par interpolation entre le module élastique et le module plastique. Donc les formules B1 et B2 font intervenir un coefficient bêta qui est inférieur ou égal à 1 qui permet du coup d'intégrer un fonctionnement élastoplastique sur ce type de profil. En ce qui concerne les imperfections, la prise en compte des imperfections, notamment les imperfections locales, il y a eu également des modifications. Donc des nouvelles recherches ont conduit à des modifications sur les coefficients des imperfections. Donc il y a une distinction désormais entre d'une part sur le flambement dans le plan des fondements, donc sur le flambement YY ou ZZ, et d'autre part sur la classe plastique ou élastique de la section. La nouvelle norme élargit le champ d'application de ces imperfections aux nuances d'acier allant jusqu'au S700. Donc on a le tableau 7.1 qui nous donne la valeur de référence de l'imperfection relative, donc le coefficient bêta, pour le calcul de l'imperfection équivalente E0. Pour ce qui est de l'imperfection globale, la définition de ces imperfections, dans la seconde génération des eurocodes, il y a une distinction entre les sections élastiques et les sections plastiques, donc dans le choix de l'imperfection initiale phi0. Donc désormais, pour les sections élastiques pures, on prendra un phi0 égal à 1 sur 400 et pour les sections plastiques, on partira sur L1 sur 200 comme ce qui était déjà fait pour la première génération des eurocodes. La valeur limite du coefficient alpha h de réduction due à la hauteur a également été modifiée. La nouvelle version de la norme impose un coefficient alpha h inférieur ou égal à 1 uniquement, alors qu'avant on avait un seuil inférieur à 2 tiers également. Pour le calcul des barres en flexion, donc la résistance au déversement dans la première génération proposait deux méthodes. Grosso modo, on avait deux méthodes, une méthode, méthode générale et une méthode pour les profilés laminés et soudés.
La seconde génération propose désormais une méthode censée couvrir les deux méthodes qu'on avait dans la première génération des eurocodes et propose également une méthode simplifiée basée sur le flambement de l'aile comprimée. La seconde génération des eurocodes intègre une nouvelle formule pour le calcul du coefficient euh, XELT. Cette formule fait apparaître un facteur Fm qui est fonction de l'allure du diagramme de sollicitation et dépend bien sûr d'un coefficient cassé qui n'est pas le même coefficient cassé que l'on a dans la première génération des eurocodes, qui était le facteur de correction pris dans le tableau 6.6. Donc ce coefficient il a un autre fonctionnement. Dans le calcul de l'instabilité au déversement, le coefficient alpha LT, donc le facteur d'imperfection alpha LT, est désormais défini par le minimum de deux valeurs issues du tableau 8.5. Donc avant, on partait directement sur les valeurs du tableau 6.3 de l'Eurocode 3 de la première génération. Désormais, c'est le tableau 8.5 qui nous donne deux valeurs et on prendra le minimum de ces deux valeurs pour ce coefficient. Donc voilà rapidement quelques exemples de modifications qui ont été portées par la seconde génération des Eurocodes. Donc vous avez bien compris, l'idée c'est d'harmoniser un peu toutes les normes de chaque pays, d'essayer de clarifier quelques points qui étaient problématiques dans la première génération et essayer de prendre en compte les enjeux actuels au niveau écologique et au niveau de la gestion de nouveaux matériaux qu'on va utiliser dans la construction. Donc, par rapport à tout ça, Gretec est très actif hein, dans l'implémentation de ces eurocodes. Donc, on a un comité technique qui a été créé avec des groupes de travail composés de plus de 25 ingénieurs de structure issus de 8 pays européens avec des experts dans le domaine du béton, du bois, du métal, des actions climatiques, des structures mixtes, de l'aspect géotechnique euh, dans différents comités. Donc on a à peu près 10 comités techniques donc qui vont nous permettre de spécifier les implémentations effectuées au niveau du logiciel. On va donc créer des exemples d'applications pour valider l'implémentation des nouveaux codes. On va intégrer des formations internes qui sont déjà en cours hein, et bien sûr pour plus tard proposer ce type de formation aux clients pour les accompagner dans leur application de ces nouvelles normes. Donc là, les prochaines étapes, ça va être l'intégration des nouveaux codes dans la version 2026, donc en fonction de ce qui a déjà été publié, donc avec la version Advanced Design 2027 pour l'année 2026. Le reste des codes sera implémenté pour la version 2028 d'Advanced Design, publication prévue en septembre 2017 de ces nouveaux codes. Et bien sûr, les annexes nationales s'y sont disponibles pour les versions qui suivent, avec une mise en application de ces nouvelles normes prévues pour mars 2028. Donc on va suivre le cheminement de l'application et vous accompagner dans la mise en œuvre hein, de ces nouvelles normes par des formations sur l'aspect théorique et sur l'aspect logiciel. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement, donc une vision globale de cette nouvelle seconde génération des Eurocodes. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions sur ce domaine et bien sûr sur tout ce qui est aspect le logiciel donc qu'on propose via nos solutions. Merci de votre attention.